Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je viens juste de démarrer et le vent se lève. Donc quoi de mieux pour vous parler d'arts martiaux que d'être adossé à un ginkgo biloba. Ce ginkgo biloba, arbre sacré on va dire au Japon et en Chine, et un peu partout. Par sa longévité, par sa résistance, hein. Vous savez qu'il a résisté à la bombe atomique. Hein. On le voit, je crois que c'est à Hiroshima, autour d'un observatoire. Hein, donc ce ginkgo biloba, vous voyez souvent ces fleurs sur les insignes de samouraï. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on nous a servi, nous, comme étant des arts martiaux. Et un petit peu ce qu'ils étaient à l'origine, parce que souvent ils changent de nom, mais ils ne changent pas de pratique, voire ils se transforment en sport, ou ils se transforment en spiritualité, en religion, ou en je ne sais trop quoi. Alors, on va déjà commencer par l'aïkido, donc l'aïkido de Mori Ueshiba, celui qu'on appelle O-sensei, le fondateur. Donc au départ c'était du Takeda-ryu Aikijutsu, d'accord, on va dire, je dirais 1905 jusqu'en 1929. Donc Takeda-ryu Aikijutsu, puis après c'est devenu du Daito-ryu. Ensuite en juin de 1929, Mori Ueshiba appelle sa pratique Aioi Ryu Aikibujutsu, donc Aioi c'était quelque chose qui était en rapport avec sa famille. Hein. Donc c'était quelqu'un de très religieux, très enraciné hein, quand même, hein, Ueshiba. Et en 1942, il appelle ça de l'aïkido. Vous voyez, c'est un petit peu quand les gens qui pratiquent l'aïkido, maintenant ils pensent que ça a toujours été ça s'est toujours appelé l'aïkido. Donc pour son auteur, hein, pour son inventeur, l'aïkido, même s'il vient du Takeda-ryu, Aikijutsu, Daito-ryu on va dire, l'aïkido, c'est pour lui une purification, c'est ce qu'il appelle misogi. Une purification pour aller, pour se purifier jusqu'à devenir un dieu soi-même, un kami. Alors, une journée au dojo, par exemple, d'Iwama, au dojo qu'avait construit le fondateur O-sensei Mori Ueshiba, ça a commencé par une récitation de prière purificatrice, qui s'appelle le Norito. Ensuite, il purifiait le dojo, et purifier les membres qui étaient là, les élèves, etc. Ensuite, il pratiquait lui-même ce qu'on appelle le Shinkon. Le Shinkon Kishin exactement. Alors le Shinkon, ça peut être calmer l'âme, hein, donc ça je vais déjà montrer à mes élèves, hein, c'est très peu enseigné. Moi je l'ai reçu de Koichi Toei, de Sensei, un élève de Ueshiba, du fondateur. Et le Kishin, ça s'appelle retourner au kami. C'est-à-dire comment arriver à faire partie entre guillemets de la caste des kami, de la nature même des dieux, des kami de la nature. C'est-à-dire que pour Ueshiba Sensei, l'aïkido était une religion, une pratique religieuse, une pratique spirituelle, une pratique de purification, pour devenir pur, aussi pur que les kami. D'accord ? Donc pour lui, l'aïkido est basé sur le principe que tout être humain peut devenir un kami. Comme un petit peu dans le zen où on dit que les êtres humains, enfin on a eu la chance de devenir un être humain, donc il faut pratiquer, il ne faut pas s'arrêter de pratiquer comme disait Dogen, tout simplement parce qu'on était la seule espèce qui pouvait devenir des bouddhas, devenir parfait. En gros. Donc ça c'était pour l'aïkido. Ensuite je vais vous parler du judo, ce que nous on appelle judo maintenant, hein, qui est sous forme de sport. Hein. Et là le judo, en fin de compte, Jigoro Kano, qui à 22 ans en 1882, avait un petit dojo. Il avait 22 ans, il avait un petit dojo dans le temple Eishoji à Tokyo. Alors Eishoji, c'est un temple zen, hein, un temple bouddhiste, et le dojo c'est la salle de méditation. Donc il donnait des cours dans la salle de méditation à peu près, je ne sais plus, il devait avoir moins d'une dizaine d'élèves entre 14 et 16 ans. D'accord ? Je crois qu'il avait 9 élèves qui avaient entre 14 et 16 ans.
Donc il avait créé ce qu'il a appelé le Judo Kodokan à partir de 1882, à partir du Kitoryu et du Tenshin Shinryu. Par contre, il avoue lui-même avoir eu des difficultés à projeter un élève qui était un ancien sumotori, hein, et donc un élève quand il faisait du Tenshin Shinryu, et en fin de compte, il a été consulter les annales, les livres à la bibliothèque de Tokyo, de gréco-romaine, et il a créé le Kataguruma, qui est un passage en dessous en lutte. Voilà, donc ça c'est pour comment dirais-je, pour le judo. Et le judo, si vous regardez par exemple les dictionnaires des années 60 en France, hein, le judo est bien expliqué comme étant une pratique éducative pour les enfants, pour la jeunesse, une pratique éducative par l'éducation physique, hein, basée sur la pédagogie, la non-résistance. Le côté jiu, c'est basé sur une harmonisation, non-résistance, adaptation. Voilà. Et Aiki, c'est surtout la connexion, donc connexion avec l'adversaire, connexion avec le vivant, connexion avec les kami. Ça veut dire union, unification, et Ki c'est l'intention, l'énergie, voilà. Et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus connu, hein, parce que je l'ai pratiqué assez longtemps, une dizaine d'années, c'est le karaté. Alors, c'est Gishin Funakoshi, hein, Gishin Funakoshi qui a emmené ça en 1922, mais ce n'était pas ça s'appelait pas karaté, ça s'appelait Okinawa Kempo Karate Jutsu. C'est-à-dire, Okinawa c'est l'origine, Kempo c'est la boxe, karaté veut dire chinois, hein, c'est-à-dire qui vient de Chine, issu de Chine, Jutsu technique, donc technique de boxe chinoise d'Okinawa. Donc il a emmené ça en 1922 sur l'invitation de Jigoro Kano, je pense que c'était pour l'inauguration de son Judo Kodokan, son dojo. Donc vous avez compris, en Okinawa, Kempo Karate Jutsu veut dire que c'est une boxe chinoise qui est pratiquée à Okinawa. Okinawa venait juste en 1922, depuis 30 ans, était japonaise, quoi, à peine. Sauf que le 25 octobre 1935, plusieurs maîtres de karaté changent le nom et appellent ça karaté-do, pour cacher l'origine chinoise. Alors il faut savoir qu'en fin de compte, Funakoshi il enseignait dans une pension d'immigrés au départ à quelques immigrés okinawaïens, voilà, et puis surtout les yakuza, les gens de basse classe. Et après, ça a été dans des universités, mais au départ, non. Ça ne faisait pas partie de la Butokukai au départ. Hein. Donc, sous les conseils de Hanashiro Shomo, alors j'aime bien Hanashiro, c'est fleur blanche, Hanashiro Shomo, qui lui avait déjà appelé sa pratique karaté en utilisant les idéogrammes karaté de l'Anya Shingyo, du Sutra de la Grande Sagesse, hein, qui veut dire kara, c'est la vacuité, hein, c'est ku, la vacuité. Les idéogrammes ont toujours deux lectures, pratiquement. Donc, mais le karaté, quand on regarde les biographies des grands maîtres du karaté, hein, donc karaté des origines, hein, qu'on appelait l'Okinawa-te ou le Tote, ou l'Okinawa Kempo Karate Jutsu évidemment, vous avez des maîtres comme Konryo Igaona, du Naate, qui avait un élève qui s'appelle Shojun Miyagi, qui est fondateur du Goju-ryu, ou bien Sakugawa Kenga, on l'appelait aussi Tode Sakugawa, donc Tode c'est la pratique, ce qu'on appelle nous le karaté, ou bien Sokon Matsumura, qui est créateur du Shorin-ryu, qui a donné le Shotokai, ou bien Kambun Ueshi, qui a créé le Ueshi-ryu. Ils ont tous effectué des longs séjours en Chine, dans le sud de la Chine. Donc ça veut dire qu'ils ont tous été en Chine du Sud pour essayer de retrouver les origines de leur pratique et pour se perfectionner, donc en boxe chinoise, donc, puisque c'est une boxe chinoise. Voilà. Donc on a changé le nom, mais on a juste mis un kimono blanc, on a appelé ça karaté-do, mais c'est toujours de la boxe chinoise. Hein, alors quel est le rapport avec le Bushido, quel est le rapport avec les samouraïs, quel est le rapport avec les budo japonais? Il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas, ce qui faisait dire à la première Butokukai, hein, pas celle qui a été refaite après la guerre, hein, après 1945, hein, ça c'était un petit peu
la Butokukai soft, hein, mais les premiers qui ont créé la Butokukai, hein, pour préserver les vertus du Japon, donc les vertus traditionnelles, hein, du Japon ancestral, du Grand Japon. Et ils avaient refusé le karaté en disant que c'était certainement une boxe indigène, une danse indigène venue d'Okinawa qui se pratique sur un sol nu, voilà, mais certainement pas une pratique martiale issue des bujutsu qui se pratique sur un terrain accidenté, dans des bois, dans des prairies, voilà, dans des champs de bataille, quoi. Donc rien à voir, quoi. Surtout qu'ils étaient à main nue, hein. Et que d'ailleurs Jigoro Kano, toujours quand il avait commencé, pas que Jigoro Kano, Funakoshi, quand il a commencé dans les années 30 a commencé à tourner vers la Butokukai, on lui avait demandé de changer aussi les noms okinawaïens, les noms chinois des katas. Et puis voilà, il avait commencé à, comme on dit, comme j'ai vu sur les textes, à sacrifier à la mode showbiz des katas, hein, où tout le monde faisait des katas pour faire des shows un peu partout à droite et à gauche, beaucoup de démonstrations pour faire la promotion. Donc les coups étaient moins efficaces, mais beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus, comment on dit en danse, là. Voilà, chorégraphique, voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire, voilà, j'ai déjà sorti mes 2 livres, enfin mes 3 livres avec celui sur les ninjas, donc maintenant je vais retravailler un petit peu sur la mystification des arts martiaux. Je vais un petit peu vous raconter ce que je vous raconte ici en détail avec des photos, des preuves, des dates, des témoignages. Voilà, parce que ça, ce sont des faits historiques que je vous dis. Et puis malheureusement, il y a encore des gens qui ne croient pas. Alors, quand quelqu'un ne croit pas à des faits historiques, bah, c'est un révisionniste. Hein. Mais voilà, c'est le mec qui défend son steak, qui défend ce que dit sa fédération, il défend son business. Et les Japonais aussi ne sont pas les derniers à modifier un petit peu les textes historiques pour pouvoir, voilà, se faire admettre par les Occidentaux. Hein. Par exemple, un fait historique est que le karaté n'a jamais été interdit, comme avait été interdit l'aïkido, le judo, le kendo, la pratique du bâton et tout, par MacArthur, parce que c'était il craignait une révolte, hein, que les Japonais foutent les Américains dehors. Hein. Vous savez que le Japon a été occupé de 45 en 52 et Okinawa est devenu américain de 45 jusqu'en 72. C'était un territoire américain comme Hawaï, hein, donc c'était pas le Japon. Raison de plus pour transformer encore plus leur pratique, pour les enseigner aux Américains, comme les kobudo soi-disant d'Okinawa, qui sont rien de kobudo, hein, et qui sont surtout faits pour les militaires américains, les bases américaines, j'ai l'impression. Voilà, donc en fin de compte, beaucoup de mystification, hein. C'est un petit peu comme la personne qui veut se faire embaucher dans une société au Japon, hein. Ou se marier avec quelqu'un d'une caste noble, hein, de descendance noble, il va maquiller son arbre généalogique. Vous voyez, ça se fait, on achète des faussaires, hein, comme après la Révolution, ou des gens qui ont rajouté un 2 à leur nom, quoi. Monsieur 2 quelque chose, Monsieur 2, vous voyez, alors qu'ils n'étaient pas du tout nobles. Hein. Voilà. Ok, qui s'appelait, bref, il changeait ses noms, quoi. Parce qu'en fin de compte, il y avait que les nobles qui avaient des noms, qui avaient des noms de lieux dedans. Les autres avaient plutôt des noms, enfin, ils avaient des prénoms, comme je vous ai déjà dit, et des noms liés à des caractéristiques physiques ou à leur métier. Voilà, Courtemanche, Pithiviers, le Grand, le Gros, Grosjean, etc. Ok, donc ça j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc bah, écoutez, je vous fais une bise à toutes et à tous. Voilà, c'était une petite balade sous mon Jiko, là, qui commence à peine à faire ses bourgeons, hein, qui sont bourgeonnes, qui va bientôt nous faire des jolies fleurs et des fruits qui puent. D'accord, allez, grosse bise à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt.